La compagnie des échappés de la Coulisse présente Apparition de Guy de Maupassant avec Jules Méhari, Michael Potlichet et Julie Lelay. C'était en 1827, au mois de juillet. Je me trouvais à Rouen en garnison. Un jour, comme je me promenais sur le quai, je rencontrai un homme que je crus reconnaître sans me rappeler au juste qui c'était. Je fis par instinct un mouvement pour m'arrêter. L'étranger aperçut ce geste, me regarda et tomba dans mes bras. C'était un ami de jeunesse que j'avais beaucoup aimé. Depuis 5 ans que je ne l'avais vu, il semblait vieilli d'un demi-siècle. Ses cheveux étaient tout blancs, il marchait courbé, comme épuisé. Il comprit ma surprise et me conta sa vie. Un malheur terrible l'avait brisé. Devenu follement amoureux d'une jeune fille, il l'avait épousée dans une sorte d'extase de bonheur. Après 1 an de félicité surhumaine et d'une passion inapaisée, elle était morte subitement d'une maladie de cœur. Tuée par l'amour lui-même, sans doute. Il avait quitté son château le jour même de l'enterrement, et il était venu habiter son hôtel de Rouen. Il vivait là, solitaire et désespéré, rongé par la douleur si misérable qu'il ne pensait qu'au suicide. Puisque je te retrouve ainsi, je te demanderai de me rendre un grand service. C'est d'aller chercher chez moi, dans le secrétaire de ma chambre, quelques papiers dont j'ai un urgent besoin. Je ne puis charger de ce soin un subalterne ou un homme d'affaires, car il me faut une impénétrable discrétion et un silence absolu. Quant à moi, pour rien au monde, je ne rentrerai dans cette maison. Je te donnerai la clé de cette chambre que j'ai fermée moi-même en partant et la clé de son secrétaire. Tu remettras en outre un mot de moi à mon jardinier qui t'ouvrira le château. Je lui promis de lui rendre ce léger service. Ce n'était d'ailleurs qu'une promenade pour moi, son domaine se trouvant situé à 5 lieues de Rouen environ. J'en avais pour 1 heure à cheval. Je le quittai pour accomplir ma mission. Il faisait un temps radieux et j'allais au grand trot à travers les prairies, écoutant des chants d'alouettes et le bruit rythmé de mon sabre sur ma botte. Puis, j'entrai dans la forêt et je mis au pas mon cheval. Des branches d'arbres me caressaient le visage et parfois j'attrapais une feuille avec mes dents et je la mâchais avidement. Dans une de ces joies de vivre qui vous emplissent, on ne sait pourquoi, d'un bonheur tumultueux et comme insaisissable d'une sorte d'ivresse de force. En approchant du château, je cherchais dans ma poche la lettre que j'avais pour le jardinier, et je m'aperçus avec étonnement qu'elle était cachetée. Je fus tellement surpris et irrité que je faillis revenir sans m'acquitter de ma commission. Puis je songeai que j'allais montrer là une susceptibilité de mauvais goût. Mon ami avait pu d'ailleurs fermer ce mot sans y prendre garde, dans le trouble où il était. Le manoir semblait abandonné depuis 20 ans. La barrière, ouverte et pourrie, tenait debout on ne sait comment. L'herbe emplissait les allées, on ne distinguait plus les plates-bandes du gazon. Au bruit que je fis en tapant à coups de pied dans un volet, un vieil homme sortit d'une porte de côté et parut stupéfait de me voir. Je sautai à terre et je remis ma lettre. Il la lut, la relut, la retourna, me considéra en dessous, mit le papier dans sa poche et prononça. « Eh bien, qu'est-ce que vous désirez ?» Je répondis brusquement. Vous devez le savoir, puisque vous avez reçu là-dedans les ordres de votre maître. Je veux entrer dans ce château. Il semblait atterré, il déclara. Alors, vous allez dans sa chambre ? Je commençai à m'impatienter. Parbleu! Mais est-ce que vous auriez l'intention de m'interroger par hasard? Il balbutia. Non, monsieur, mais c'est qu'elle n'a pas été ouverte depuis la mort. Si vous voulez m'attendre 5 minutes, je vais aller voir si... Je l'interrompis avec colère. Ah, ça! Voyons, vous vous fichez de moi? Vous n'y pouvez pas entrer puisque voici la clé. Il ne savait plus que dire. Alors, monsieur, je vais vous montrer la route. Montrez-moi l'escalier et laissez-moi seul. Je la trouverai bien sans vous. Mais
Monsieur, cependant... Cette fois, je m'emportais tout à fait. Maintenant, taisez-vous, n'est-ce pas, ou vous aurez affaire à moi. Je l'écartai violemment et je pénétrai dans la maison. Je traversai d'abord la cuisine, puis 2 petites pièces que cet homme habitait avec sa femme. Je franchis ensuite un grand vestibule, je montai l'escalier et je reconnus la porte indiquée par mon ami. Je l'ouvris sans peine et j'entrai. L'appartement était tellement sombre que je n'y distinguai rien d'abord. Je m'arrêtai, saisi par cette odeur moisie et fade des pièces inhabitées et condamnées, des chambres mortes. Puis, peu à peu, mes yeux s'habituèrent à l'obscurité, et je vis assez nettement une grande pièce en désordre, avec un lit sans drap, mais gardant ses matelas et ses oreillers, dont l'un portait l'empreinte profonde d'un coude ou d'une tête, comme si on venait de se poser dessus. Les sièges semblaient en déroute. Je remarquai qu'une porte, celle d'une armoire sans doute, était demeurée entr'ouverte. J'allai d'abord à la fenêtre pour donner du jour et je l'ouvris. Mais les ferrures du contrevent étaient tellement rouillées que je ne pus les faire céder. J'essayai même de les casser avec mon sabre, sans y parvenir. Comme je m'irritais de ces efforts inutiles, et comme mes yeux s'étaient enfin parfaitement accoutumés à l'ombre, je renonçai à l'espoir d'y voir plus clair, et j'allai au secrétaire. Je m'assis dans un fauteuil, j'abattis la tablette, j'ouvris le tiroir indiqué. Il était plein jusqu'au bord. Il ne me fallait que 3 paquets que je savais comment reconnaître, et je me mis à les chercher. Je m'écarquillai les yeux à déchiffrer les suscriptions, quand je crus entendre, ou plutôt sentir, un frôlement derrière moi. Je n'y pris point garde, pensant qu'un courant d'air avait fait remuer quelque étoffe. Mais au bout d'une minute, un autre mouvement, presque indistinct, me fit passer sur la peau un singulier petit frisson désagréable. C'était tellement bête d'être ému, même à peine que je ne voulus pas me retourner, par pudeur pour moi-même. Je venais alors de découvrir la seconde des liasses qu'il me fallait, et je trouvai justement la 3e, quand un grand et pénible soupir, poussé contre mon épaule, me fit faire un bond de fou à 2 mètres de là. Dans mon élan, je m'étais retourné, la main sur la poignée de mon sabre, et certes, si je ne l'avais pas senti à mes côtés, je me serais enfui comme un lâche. Une grande femme, vêtue de blanc, me regardait, debout derrière le fauteuil où j'étais assis une seconde plus tôt. Une telle secousse me courut dans les membres que je faillis m'abattre à la renverse. Oh, personne ne peut comprendre, à moins de les avoir ressentis, ces épouvantables et stupides terreurs. L'âme se fond, on ne sent plus son cœur, le corps entier devient mou comme une éponge, on dirait que tout l'intérieur de nous s'écroule. Je ne crois pas aux fantômes. Eh bien, j'ai défailli sous la hideuse peur des morts, et j'ai souffert. Oh, j'ai souffert en quelque instant plus qu'en tout le reste de ma vie, dans l'angoisse irrésistible des épouvantes surnaturelles. Si elle n'avait pas parlé, je serais mort peut-être, mais elle parla. Elle parla d'une voix douce et douloureuse qui faisait vibrer les nerfs. Je n'oserais pas dire que je redevins maître de moi et que je retrouvai ma raison, non. J'étais éperdu à ne plus savoir ce que je faisais. Mais cette espèce de fierté intime que j'ai en moi, un peu d'orgueil de métier aussi, me faisait garder, presque malgré moi, une contenance honorable. Je posais pour moi, et pour elle sans doute, pour elle, quelle qu'elle fût, femme ou spectre. Je me suis rendu compte de tout cela plus tard, car je vous assure, dans l'instant de l'apparition, je ne songeais à rien. J'avais peur. Elle dit: Monsieur, pouvez-vous me rendre un grand service? Je voulus répondre, mais il me fut impossible de prononcer un mot.
Un bruit vague sortit de ma gorge, elle reprit. Voulez-vous? Vous pouvez me sauver, me guérir. Je souffre affreusement. Je souffre, oh, je souffre. Et elle s'assit doucement dans mon fauteuil, elle me regardait. Voulez-vous? Je fis oui de la tête, ayant encore la voix paralysée. Alors, elle me tendit un peigne en écaille, et elle murmura. Peignez-moi, oh, peignez-moi. Cela me guérira. Il faut qu'on me peigne. Regardez ma tête. Comme je souffre et mes cheveux comme ils me font mal. Ses cheveux dénoués, très longs, très blonds, me semblait-il, pendaient par-dessus le dossier du fauteuil et touchaient la terre. Pourquoi ai-je fait ceci? Pourquoi ai-je reçu en frissonnant ce peigne, et pourquoi ai-je pris dans mes mains ces longs cheveux qui me donnèrent à la peau une sensation de froid atroce, comme si j'eusse manié des serpents? Je n'en sais rien. Cette sensation m'est restée dans les doigts, et je tressaille en y songeant. Je la peignai. Je maniai je ne sais comment cette chevelure de glace. Je la tordis, je la renouai, et la dénouai. Je la tressai comme on tresse la crinière d'un cheval. Elle soupirait, penchait la tête, semblait heureuse. Soudain, elle me dit « Merci », m'arracha le peigne des mains et s'enfuit par la porte que j'avais remarquée entr'ouverte. Resté seul, j'eus pendant quelques secondes ce trouble effaré des réveils après les cauchemars. Puis je repris enfin mes sens. Je courus à la fenêtre et je brisai les contrevents d'une poussée furieuse. Un flot de jour entra. Je m'élançai sur la porte par où cet être était parti. Je la trouvai fermée et inébranlable. Alors une fièvre de fuite m'envahit, une panique, une vraie panique des batailles. Je saisis brusquement les 3 paquets de lettres sur le secrétaire ouvert. Je traversai l'appartement en courant, je sautai les marches de l'escalier 4 par 4. Je me trouvai dehors, et je ne sais par où, et, apercevant mon cheval à 10 pas de moi, je l'enfourchai d'un bond et partis au galop. Je ne m'arrêtai qu'à Rouen et devant mon logis. Ayant jeté la bride à mon ordonnance, je me sauvai dans ma chambre où je m'enfermai pour réfléchir. Alors, pendant 1 heure, je me demandai anxieusement si je n'avais pas été le jouet d'une hallucination. Certes, j'avais eu un de ces incompréhensibles ébranlements nerveux, un de ces affolements du cerveau qui enfantent les miracles, à qui le surnaturel doit sa puissance. Et j'allais croire à une vision, à une erreur de mes sens, quand je m'approchai de ma fenêtre. Mes yeux, par hasard, descendirent sur ma poitrine. Mon dolman était plein de longs cheveux de femme qui s'étaient enroulés au bouton. Je les saisis un à un et je les jetai dehors avec des tremblements dans les doigts. Puis j'appelai mon ordonnance. Je me sentais trop ému, trop troublé, pour aller le jour même chez mon ami. Et puis je voulais mûrement réfléchir à ce que je devais lui dire. Je lui fis porter ses lettres, dont il remit un reçu au soldat. Il s'informa beaucoup de moi. On lui dit que j'étais souffrant, que j'avais reçu un coup de soleil, je ne sais quoi. Il parut inquiet. Je me rendis chez lui le lendemain dès l'aube, résolu à lui dire la vérité. Il était sorti la veille au soir et pas rentré. Je revins dans la journée, on ne l'avait pas revu. J'attendis 1 semaine, il ne reparut pas. Alors je prévins la justice. On le fit rechercher partout, sans découvrir une trace de son passage ou de sa retraite. Une visite minutieuse fut faite au château abandonné. On n'y découvrit rien de suspect. Aucun indice ne révéla qu'une femme y eût été cachée. L'enquête n'aboutissant à rien, les recherches furent interrompues. Et depuis, je n'ai rien appris. Je ne sais rien de plus.